La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. C'est un plaisir d'être connecté avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Marion Marigot, je suis spécialiste technique du PNUD pour le projet des 6e rapports nationaux et je serai votre facilitatrice pour ce webinaire aujourd'hui. Au cours des 3 dernières années, le PNUD et la NASA ont collaboré avec des chercheurs de haut niveau pour générer de nouvelles données sur les forêts tropicales pouvant être utilisées par les décideurs afin de répondre à leurs besoins nationaux. En travaillant avec 8 pays pilotes, nous avons testé avec succès l'applicabilité de ces données spatiales. Au cours de la dernière année du projet, nous diffusons ces données dans 21 pays supplémentaires dotés de forêts tropicales humides. Ce webinaire mettra en lumière l'importance des forêts tropicales pour vos objectifs en matière de biodiversité et de climat, et vous présentera les données et l'appui que vous recevrez dans le cadre du projet d'intégrité forestière de la NASA. Vous aurez également la chance d'apprendre comment 2 de nos pays pilotes, donc la RDC et le Vietnam, ont utilisé les données sur les produits de ce projet. Et enfin, vous aurez l'occasion de poser des questions au PNUD et à l'équipe scientifique. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de voir que vous êtes présents et de rejoindre ce projet. Comme d'habitude, lors de nos sessions, je vais vous rappeler certaines règles et dynamiques du webinaire, à savoir que les microphones sont coupés pendant la présentation, ce qui réduit les interférences et facilite la communication. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'avance ou lever la main dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Si vous souhaitez parler et que la connexion le permet, nous autoriserons votre microphone pendant la session de questions-réponses et vous pourrez poser vos questions directement. Je demanderai donc aux intervenants de ne pas parler trop vite pendant les présentations, puisque cela favorise la compréhension parmi nos praticiens du monde entier. Et le webinaire est entièrement enregistré et sera publié sur la chaîne YouTube du forum NBSAP. Et bien sûr, nous partagerons l'enregistrement et les présentations via email. Je vais donc commencer ce webinaire et effectuer la première présentation qui soulignera l'importance des forêts tropicales pour les objectifs en matière de biodiversité et de climat et qui expliquera comment le projet d'intégrité forestière de la NASA peut aider votre pays à atteindre ses objectifs. Diego, can you go next slide, please? And then another one again. Parfait. One before that. Donc, dans cette première présentation, je vais vous donner une brève introduction pour souligner l'importance de pourquoi les forêts tropicales sont essentielles à la biodiversité et à l'atténuation des changements climatiques. Je vais vous donner ensuite un aperçu de notre projet d'intégrité forestière de la NASA et des données auxquelles vous pourrez avoir accès, ainsi que des opportunités qui s'offriront à vous au cours des 6 prochains mois. Je vous présenterai également le système d'aide à la décision disponible dans le cadre du projet, pour appuyer votre travail de planification et de conservation. Et enfin, je conclurai par un bref récapitulatif de certains membres de l'équipe du projet. Next slide, please. Donc, permettez-moi malheureusement de commencer par de mauvaises nouvelles, et je suis sûre que vous les connaissez bien. Peu importe où nous regardons, nous assistons à un effritement, vraiment un effondrement de la planète. L'année dernière, le rapport historique du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a montré que nous disposions de 10 ans pour prendre des mesures afin de maintenir le changement climatique à 1,5 degré Celsius. Il y a quelques mois à peine, le rapport équivalent du groupe d'experts intergouvernemental sur la biodiversité et les services écosystémiques indiquait que nous assistions à un déclin sans précédent de la nature, avec plus d'1 million d'espèces menacées de disparition. Ces deux menaces à la survie de la Terre sont de plus en plus reconnues comme étant profondément interconnectées. À titre d'exemple, l'utilisation non durable des sols représente plus de 1,4% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, que faisons-nous? Next slide, please. Un moyen efficace pour agir pour la nature, le climat et les populations consiste à investir dans des actions qui visent à sauver les forêts tropicales. La perte de forêts tropicales représente plus de 90% de la déforestation mondiale et équivaut, excusez-moi, il y a un petit écho, et équivaut au total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Les investissements visant à mettre fin à la déforestation dans les pays tropicaux représentent moins de 1,5% des investissements, seulement 3,2 milliards de dollars américains,
sur les 256 milliards de dollars américains engagés par les institutions multilatérales et les donateurs des pays développés depuis 2010 pour atténuer les effets du changement climatique. Donc c'est un peu fou. Et nous devons changer cette norme et prendre des mesures pour préserver et restaurer les principaux écosystèmes forestiers des tropiques. Next slide, please. Nous avons mis en place un cadre politique international dans lequel tous vos pays ont convenu de prendre des mesures en faveur de la nature, du climat et du développement durable. Ce cadre fournit le mandat politique pour une action nationale et la plupart des pays ont déjà pris des mesures pour le traduire en politique nationale. Donc, dans ce cadre, on voit qu'il s'agit de l'agenda à l'horizon 2030 pour le développement durable, la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Next slide, please. Le problème réside dans le fait que les conventions de Rio sont souvent dispersées entre différents ministères qui risquent de ne pas être au courant des synergies entre les plans. Et nous considérons que l'action sur les forêts est un point d'entrée essentiel pour aider les pays à concrétiser ces différents objectifs et plans. Mais les pays ont besoin de données adéquates pour savoir où et comment prendre des mesures pour préserver et restaurer les habitats clés. Donc, vous voyez ici sur cet écran les différents commitments pour chacune des conventions. Vous avez bien sûr les SPAN pour la Convention sur la diversité biologique, les contributions nationales déterminées, les NDC pour la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais aussi la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, les REDD+, et vous avez aussi le LDN pour la désertification. Next slide, please. Donc, ce contexte, ça a été la base fondamentale de notre projet. Pour tirer parti vraiment de la puissance des données et des sciences spatiales pour la planification, la surveillance et la création de rapports sur la conservation, nous nous sommes associés à la NASA et à des chercheurs de classe mondiale et bien sûr à vous. Et donc, dans la suite de cette présentation, je vous montrerai comment le projet d'intégrité forestière de la NASA fonctionne avant de laisser la place à nos collègues de la RDC et du Vietnam qui vous montreront comment est-ce qu'ils ont utilisé ces données. Next slide, please. Le projet d'intégrité forestière de la NASA a 3 objectifs clés. Tout d'abord, c'est de développer des données de haute qualité sur l'état des forêts, la pression humaine, leur intégrité et leur connectivité. Ensuite, c'est de montrer comment ces données peuvent être appliquées pour appuyer la prise de décision en matière de conservation. Et enfin, c'est de rendre ces données disponibles via une plateforme que tout le monde peut utiliser. Next slide. Donc, vous pouvez voir sur cette carte les 8 pays pilotes du projet sur intégrité forestière qui sont donc en plus foncé ici, les pays pilotes. Et nous avons travaillé avec ces pays au cours des 3 dernières années sur les données du projet que nous avons développé. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir 2 pays aujourd'hui pour présenter leurs travaux. En outre, les 21 nouveaux pays avec lesquels nous partageons les données de ce projet sont en violet un peu plus clair. Et nous sommes ravis vraiment de travailler avec vous pour utiliser et mettre en œuvre, en application ces données dans les mois à venir. Next slide, please. Le projet d'intégrité de la forêt produit 6 ensembles de données clés. Donc, 4 d'entre eux sont déjà terminés et disponibles pour votre usage. Et les 2 autres seront disponibles dans les 6 prochains mois. Vous voyez que la condition de la forêt, l'empreinte humaine, l'indice de la condition structurelle de la forêt et l'indice de l'intégrité de la forêt sont disponibles. La fragmentation de la connectivité de la forêt ainsi que l'impact de l'intégrité des forêts sur les espèces clés seront disponibles dans les prochains mois. Je vais donc donner un bref aperçu de ces données afin que vous puissiez comprendre l'ampleur des données produites par le projet. Next slide, please. Tout d'abord, pour la condition de la forêt, Matt Hansen génère des données sur le couvert forestier, le temps écoulé depuis la perturbation et la hauteur du couvert. Nous sommes conscients que vos pays ont tous produit des cartes nationales du couvert forestier au niveau national, donc, et on peut travailler avec vous pour utiliser ces données à la place ou en tout cas combiner les données globales que nous on a avec les données nationales que vous avez. Next slide, please. Ensuite, on a l'empreinte humaine. Et l'empreinte humaine, elle est produite par Oscar Venter, qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui, et James Watson. Dans le cadre de ce projet,
Ces chercheurs ont élaboré des cartes mondiales de l'empreinte humaine pour les années donc 2000 et 2013 et collaborent avec les pays pour créer des cartes nationales de l'empreinte humaine qui reflètent et qui montrent l'activité humaine dans les pays. Next slide, please. Le projet a aussi développé une couche de données pour montrer la condition structurelle de la forêt. Ce que vous devez savoir ici, c'est qu'un indice de conditions structurelles élevé de la forêt peut vous aider à identifier les zones non perturbées qui ont une stature et des couvertures de forêt élevées. Les valeurs de l'indice de conditions structurelles forestières faibles, en revanche, indiquent des zones de petite taille ou récemment perturbées. Les forêts dont la condition structurelle est élevée supportent des niveaux élevés de biodiversité et de services écosystémiques et sont donc très pertinentes pour la planification de la conservation. Next slide, please. La quatrième couche de données combine nos cartes de la condition de la structure forestière avec l'indice d'empreinte humaine pour obtenir ce que nous appelons l'intégrité de la forêt. L'intégrité de la forêt peut vous aider à identifier ce qu'on appelle les meilleures des dernières forêts, c'est-à-dire les forêts endémiques, c'est-à-dire aussi des forêts à haute valeur de conservation. Next slide, please. La cinquième couche de données disponible, elle est développée par Scott Coates et Patrick Jens, et elle quantifie la fragmentation et la connectivité de ces zones forestières à haute intégrité. Ces données peuvent vous aider à identifier des correctifs points, c'est-à-dire des zones essentielles de connectivité et des forêts en bordure, entre autres. Donc, vous comprendrez que plus une forêt est connectée, moins elle est fragmentée et plus grands sont les bénéfices pour la biodiversité qui se trouve dans cette forêt. Next slide, please. L'ensemble des données finales produites par ce projet examinera les impacts de l'intégrité de la forêt sur les espèces clés. Et je tiens à souligner que tous les jeux de données produits par le projet d'intégrité forestière pourront être utilisés et vous pourrez consulter notre équipe pour déterminer la meilleure façon de les appliquer dans votre contexte national. Nous serons bien sûr heureux de répondre à vos questions et de déterminer si les données sont utiles à votre pays. Next slide, please. En bref, comment pouvez-vous utiliser ces cartes pour agir? Ces données ont été formulées spécifiquement pour aider à la planification de la conservation et à l'établissement des rapports sur les objectifs d'Aichi pour la biodiversité, notamment les objectifs 5 et 11 de la Convention sur la diversité biologique. Ces données peuvent également vous fournir des données clés utiles pour la mise en œuvre des conventions de Rio et de l'agenda 2030 en surveillant l'évolution de l'état des forêts, en identifiant donc ces derniers, on va dire, écosystèmes forestiers sauvages et en indiquant les principaux domaines de connectivité. Ensemble, ces données peuvent vous aider à concentrer vos efforts de restauration et de protection sur vos différents engagements de restauration et vos engagements internationaux. Next slide, please. Nous avons donc développé quelques cartes préliminaires en fait pour votre pays. Next slide, Diego. Je vais passer quelques exemples. I think you don't have the very last version, Diego. Can you go to the very last slides? Okay, great. Can you come back at the beginning? Okay. Donc ici, vous avez donc des cartes préliminaires et le numéro 1, c'est donc Forest Condition, donc la condition de la forêt, la couverture de la canopée. On a pris ici l'exemple de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs donnera une présentation ensuite. Diego, you can go through slowly so we can show the maps. Ici, c'est la condition de la forêt avec donc la hauteur de la canopée, le temps depuis la perturbation sur les forêts. Ici, on voit une empreinte, donc l'empreinte humaine toujours en RDC. Ici, on voit l'indice de conditions structurelles de la forêt, en tout cas sur la part qui a été utilisée en RDC, l'indice d'intégrité forestière. Ici, la connectivité et la fragmentation des forêts, donc avec une résolution des, on va dire, des buffer zones, donc des couloirs entre les zones plus ou moins grandes. Okay, Diego, stop just a second. Can you come back to the slide on UN Biodiversity Lab, please? Parce qu'en effet, pour vous aider à utiliser ces données pour vos différents engagements, on a mis à disposition toutes ces données via un système d'appui à la décision. Thanks, Diego. Perfect. Certains d'entre vous connaissent, previous slide, please.
Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le UN Biodiversity Lab, qui est notre système d'aide à la prise de décision officielle pour le projet d'intégrité forestière de la NASA. Nous avons créé le UN Biodiversity Lab en 2018 pour aider les pays à tenir leurs engagements vis-à-vis de la Convention sur la diversité biologique. Il fournit une gamme d'outils de données et d'analyses pour aider les gouvernements à accéder aux données spatiales issues de ces projets de la NASA et d'autres sources clés. Et on vous aide également à utiliser ces données. Donc, ce UN Biodiversity Lab fournit l'accès actuellement à 137 gouvernements, à plus de 100 couches de données internationales et des outils d'analyse. Et cette plateforme, notamment, ne nécessite pas d'expertise GIS. Next slide, please. Vous voyez ici les 5 caractéristiques principales du UN Biodiversity Lab qui en font une plateforme différente. Premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il donne accès à plus de 100 couches de données mondiales sur la biodiversité, les aires protégées, le développement durable, mais également toutes les données de la NASA, et notamment les données du projet d'intégrité forestière. Ensuite, il contient, pour chacun des pays, nous avons créé 18 cartes préliminaires sur l'état de la biodiversité qui sont directement liées aux objectifs d'Aichi pour la biodiversité de la CDB. Ensuite, chaque pays que nous soutenons a accès à un espace de travail privé où le pays peut mettre en ligne ses données nationales pour ensuite, ça c'est notre 4e point, combiner en fait les données nationales et les données internationales, les analyser ensemble afin de créer une analyse qui soit aussi poussée que possible. Et enfin, vous pouvez utiliser la plateforme pour créer ce qu'on appelle des story maps afin de communiquer vos succès en matière de conservation. Next slide, please. Je tiens également à souligner que nous savons que vos pays disposent de plateformes au niveau national et que vous les utilisez parfois plus que les plateformes globales, et parce que les données sont plus précises. Nous souhaitons vraiment vous aider à rendre disponibles les données du projet via ces plateformes. Par exemple, comme vous voyez sur l'écran en Colombie, les données du projet sont mises à disposition par la plateforme BioTablero, à la fois pour les chercheurs et les décideurs. Le but n'étant évidemment pas d'éluder les plateformes nationales, mais plutôt de les combiner avec les données internationales. Next slide, please. Can you go to the team slide, please? Actually, can you come back to opportunities? I'm sorry. Donc, pour terminer ma présentation, je vais juste aborder quelques opportunités qui vont venir dans le cadre du projet et terminer par la présentation de nos équipes. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous vous ferons parvenir les cartes en octobre 2019, vos cartes préliminaires de projet d'intégrité forestière avec les données qui seront exploitées donc, pendant ce webinaire. Et vraiment, il ne s'agit pas seulement pour nous de vous donner ces cartes, mais nous espérons avoir un retour, un feedback et vos commentaires et réflexions sur ces cartes. En novembre 2019, nous proposerons une formation en personne à ceux d'entre vous qui assisteront au CEPSTA 23 à Montréal. Nous vous encourageons à partager cette information avec votre point focal de la CDB et d'autres collègues de la délégation qui pourraient être intéressés pour être présents à ce side event. En janvier 2020, nous proposerons un webinaire axé sur les données qui permettent à vos spécialistes techniques d'en savoir plus sur les méthodes de création de ces jeux de données, de ces cartes, et de les former à la réalisation d'analyses avec ces données nationales. Donc, ce sera très certainement sous le format de webinaire, et à venir et de façon continue, vous recevrez l'appui de l'équipe du projet pour accéder à ces ressources et les utiliser. Et n'hésitez pas vraiment à nous contacter si vous avez n'importe quelle question. Next slide, please. Voilà, pour terminer la présentation, je vais introduire vraiment l'équipe qui s'occupe de vous et les visages qui sont derrière donc ces noms. Next slide, please. À commencer par l'équipe scientifique avec Andrew Hansen de la Montana State University qui dirige l'équipe scientifique. Cindy Schmidt qui est notre chef de projet de la NASA pour le projet donc. Matt Hansen de l'Université du Maryland qui produit les données sur la condition des forêts. Scott Goetz et Patrick Dent de la Northern Arizona University qui effectuent des analyses sur la connectivité et la fragmentation des forêts. Et James Watson de l'Université du Queensland en Australie et Oscar Venter de l'Université British Columbia qui travaillent à la production de cartes sur l'empreinte humaine. Next slide, please.
Vous avez aussi une équipe, non pas que scientifique, mais une équipe d'appui global, on va dire, au PNUD. Donc, nous travaillons pour créer un pont entre les scientifiques et les décideurs de votre pays. Et nous avons une équipe diversifiée qui travaille sur ce projet d'intégrité forestière. Donc, vous avez Jameson Ervin, qui dirige le Nature for Development Cluster. Vous avez Christina Supples, aussi au PNUD, qui est la Senior Advisor et Manager pour le projet des 6e rapports nationaux. Annie Vernig, qui coordonne le UN Biodiversity Lab du côté du PNUD. Scott Atkinson, dont vous allez beaucoup entendre puisque c'est l'expert en données spatiales de notre équipe. Diego Ochoa, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous aide grandement pour tous les supports de communication, notamment virtuels et en personne. Et Prudence Rain et moi-même, Marion Marigot, qui sommes des spécialistes techniques qui pourront vous aider. Et pour les nouveaux pays, les 21 pays qui se joignent à nous cette année, Prudence Rain prendra en charge les pays anglophones, souvent, et moi-même, je prendrai en charge les pays francophones et hispanophones. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment avec vos questions. Next slide, please. Je tiens enfin à remercier tous les participants et tous les pays qui travaillent avec nous dans le cadre de ce projet. Nous travaillons pour réunir les acteurs concernés de vos pays qui travaillent dans le cadre des conventions de Rio et pour qui des données sur les forêts seraient utiles pour mettre en œuvre leurs engagements. Et nous avons besoin de votre aide. Donc, nous avons contacté sur les réseaux les personnes de votre pays pour identifier les principaux points focaux de vos pays. Mais si vous connaissez d'autres collègues avec lesquels ces informations peuvent être partagées, n'hésitez pas à nous en informer afin que nous puissions les inclure dans nos activités. Et certains collègues l'ont déjà fait. Je vous en remercie. Vous les avez envoyés par email. J'espère qu'ils ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Et vous voyez donc sur cet écran la liste des pays participants, en vert les pays pilotes et en blanc tous les nouveaux pays qui sont invités à nous rejoindre pour ce projet cette année. Next slide, please. Je vous remercie donc. Si vous avez des questions sur ce projet, en tout cas en général, vous pouvez contacter Christina Supples, qui est donc la manager du projet sur les 6e rapports nationaux et en charge des activités en lien avec le processus de rapport national. Vous pouvez aussi contacter Andrew Hansen qui dirige l'équipe scientifique pour ce projet. Je suis ravie en fait de vous avoir et je vais ouvrir, je suis disponible pour des questions que vous pourriez avoir maintenant et j'ouvre en fait cette possibilité de poser des questions parce que nous avons avec nous Oscar Venter qui fait donc partie de l'équipe scientifique et qui pourra répondre à certaines de vos questions. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour soit écrire vos questions, soit lever la main virtuellement. Et si nous n'avons pas de questions pour le moment, je vais donc passer le microphone à Guigui Mangoni, qui va nous expliquer comment fonctionne, comment la République démocratique du Congo a utilisé les données dans le pays. Avant donc d'ouvrir son microphone, je voudrais juste le présenter. Guigui Mangoni est un expert national en stratégie de gestion et de financement durable des aires protégées. Il travaille pour le projet régional du FEM et du PNUD sur le financement durable des systèmes d'aires protégées du bassin du Congo. Dans le passé, il a travaillé comme coordinateur exécutif et membre du conseil d'administration de l'OSFAC jusqu'en 2011 et a contribué au développement des questions de géomatique forestière au niveau national en RDC et dans la région. Avant de rejoindre le PNUD, il a travaillé en tant qu'expert technique de conservation pour le programme Biodiversité et Forêt de la coopération allemande en RDC et en tant qu'agent technique pour un projet de soutien de la Banque mondiale avec l'Autorité nationale des aires protégées de la RDC qui s'appelle la ICCN. Il est titulaire d'une licence en agronomie à l'Université de Kinshasa et aujourd'hui, donc, il expliquera comment la République démocratique du Congo a utilisé les données du projet sur l'intégrité forestière de la NASA. Alors, Guigui, je vais ouvrir ton micro. Et Diego, si tu peux me mettre présentatrice, je vais projeter la présentation de Guigui. Guigui, est-ce que tu m'entends? Il va falloir que tu actives ton micro de ton côté. Sorry, can you repeat it in English? Oh, sorry. Can you make me presenter? Oh, sure. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on t'entend bien, Guigui. Juste donne-moi 30 secondes, comme ça, je vais projeter ta présentation. Il n'y a pas de Voilà. souci. Alors, hop, et quand tu es prêt, tu peux commencer ta présentation. OK. On t'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Guigui Mangoni, comme l'a présenté Mario Marigo. Je travaille pour un projet régional qui appuie les aires protégées dans le financement au niveau de la région du bassin du Congo. Je suis basé à Kinshasa et je fais office de l'expert national au niveau de la RDC. Alors, je vais essayer de parler avec vous de l'utilisation des données spatiales pour sauvegarder l'environnement avec une étude des cas sur l'utilisation des données du projet de la NASA pour l'intégrité des forêts. Alors, d'abord, je vous rappelle rapidement le contexte du projet au niveau du pays. C'est que la RDC des 17 pays de mégabiodiversité, avec plusieurs espèces endémiques comme l'okapi, le gorille, le pan congolais. Et elle compte plus de 150 millions d'hectares de couverture forestière, avec environ 47% de la superficie tropicale du continent africain et 6% des réserves tropicales du monde. En tant que garant des forêts du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie, le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, appuyé bien sûr par des partenaires, a œuvré pour prévenir la dégradation du couvert forestier au niveau du pays et pour contenir l'érosion de la riche biodiversité dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Et pour ce faire, plusieurs institutions au niveau national utilisent les images satellitaires. Donc là, les institutions qui sont impliquées, c'est le ministère de l'Environnement à travers la Direction des inventaires et d'aménagement forestier, ainsi que la Direction de développement durable, et bien sûr l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est l'autorité ou l'agence nationale de gestion des aires protégées en République démocratique du Congo. Alors, pour un petit rappel, je crois que Marion en a fait part. Elle a fait part des données spatiales qui peuvent être utilisées comme des outils puissants pour prendre des décisions qui sont réalisables et qui protègent les moyens d'existence humains, en conservant bien sûr la biodiversité essentielle. Mais malgré ces potentiels et l'existence de ces données, beaucoup de pays n'utilisent pas ces données pour éclairer leurs décisions en matière de conservation et bien sûr de planification et de développement. Ainsi, les décideurs politiques n'y ont pas accès pour prendre des décisions éclairées en matière de conservation et de planification du développement. Et l'objectif du projet, justement, était de fournir à chaque pays des données spatiales qui peuvent être exploitables pour prendre des décisions adéquates et optimales en matière de conservation. Et le projet devrait servir et servira de véhicule pour accélérer l'utilisation des données spatiales afin d'atteindre les objectifs d'Aichi et bien sûr les objectifs de développement durable qui sont fondés sur la nature. Et ce projet qui se concentre sur 8 pays pilotes, dont la RDC, c'est dont nous allons vous partager aujourd'hui un peu sur ce qui se passe au niveau de la RDC. Et encore toujours dans le cas de rappel, les couches de données qui sont générées par les projets sont au nombre de 5, qui sont l'empreinte humaine, les conditions des forêts, l'intégrité des forêts en support à un indice de santé territoriale, la fragmentation des forêts et la connectivité des forêts. Alors, avec ces données, comment elles ont été utilisées dans le cas de la RDC? Eh bien, c'est simple. Un exemple concret est leur illustration dans et pour l'élaboration du 6e rapport national de la République démocratique du Congo à la Convention sur la biodiversité. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, avec les couches des données exploitées en RDC, la première couche, l'empreinte humaine. La carte ici indique, par exemple, le nombre croissant de routes en construction dans la forêt humide congolaise, ce qui conduit à des niveaux de fragmentation de la forêt, puisque les routes traversent des parcelles forestières. Et elle montre ainsi l'impact des activités humaines et fournit des indications sur l'orientation des divers efforts de planification et de conservation qui doivent être fournis par le gouvernement et d'autres parties prenantes pour mitiguer, pour atténuer un peu tous ces impacts.
Un autre type de données, ce sont les conditions des forêts. Et ici, avec les données générées par le projet, nous avons la carte de la perte du couvert forestier en République démocratique du Congo entre la période de 2000 et 2017. Il s'agit des données du suivi du couvert forestier qui ont été recueillies depuis les années 2000 et constituent un registre inestimable d'informations sur les pertes et les gains du couvert forestier au fil du temps. Seulement la perte du couvert forestier et les données qui ont été générées permettent de spatialiser et de visualiser ce couvert forestier. Elle constitue à ce jour justement une source inestimable d'informations sur les pertes et les gains du couvert forestier au fil du temps. Et dans le 6e rapport sur la RDC où on en a fait mention, on a noté que l'évaluation du couvert forestier entre les années 90 et qui est l'année de référence et l'année 2010, l'évaluation donne un taux de déforestation annuel de 2,5%. Bien sûr, ce taux apparaît faible au niveau national, mais il est nettement plus élevé dans les zones à forte densité démographique, notamment près des villes où les forêts ont disparu dans un rayon qui dépasse au moins 150 km. Un autre type de données, ce sont les données liées à la fragmentation des forêts. Et ici, nous avons la carte de la fragmentation des habitats forestiers. Et cette carte montre le niveau et le type de fragmentation en RDC, en montrant que les zones en vert montrent les fragments des noyaux, les zones en violet et orange sont des zones de connectivité entre les différentes parcelles forestières. Aussi, les politiques nationales visant à réduire le niveau des fragmentations permettent également des plus grands mouvements des espèces dans leur environnement. Cela devra assurer la collectivité entre les populations d'espèces menacées et le maintien de la diversité génétique, tout en permettant les déplacements des espèces en raison du changement climatique. Ainsi, la création des corridors reliant des zones de raccordement devrait permettre au gouvernement de mieux protéger la biodiversité. Ça, c'est par exemple l'exemple des données qui avaient été utilisées. Alors, comment les données générées par le projet NASAP ont-elles été renforcées par les données nationales? Ici, nous pouvons dire par exemple qu'elles ont été renforcées par la confrontation de certaines données, aussi bien au niveau des aires protégées qu'en dehors, par exemple au niveau des concessions forestières, au terme de différents rapports, comme ceux de la Direction d'inventaire et d'aménagement forestier, une direction du ministère de l'Environnement, au niveau de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, qui est l'Agence nationale de gestion des aires protégées, ainsi qu'au niveau des partenaires qui travaillent dans les secteurs comme l'OSFAT, l'Observatoire satellitaire des forêts d'Afrique centrale, le WWF, le WCS et toute une série de partenaires qui sont présents en RDC. Alors, quelles ont été les difficultés et quelles sont les perspectives par rapport à l'évolution de ce projet en RDC? D'abord, on constate qu'il y a un faible accès à l'Internet pour l'acquisition de ces données. Et lorsqu'on peut les acquérir, il y a une faible capacité des acteurs à pouvoir les utiliser lorsqu'elles sont disponibles. Mais bien sûr aussi, comme nous l'avions dit, il y a quelques difficultés de validation au niveau national pour le moment ou par moment. Donc, ce n'est pas que nous déployons partout ou que ça se déploie partout. C'est juste à certains endroits où on peut facilement valider, mais on ne peut pas valider vraiment à l'échelle nationale. Et en soi, quelles sont les perspectives que nous visons? Il s'agit de chercher à mettre en place et de façon imminente une plateforme de dialogue et d'échange avec tous les acteurs de la biodiversité afin de promouvoir l'utilisation et la prise en compte de ces données pour la planification et le développement. Voilà en gros comment nous sommes en train de travailler ici en RDC. Et je ne vais pas trop m'étendre en long. Je veux vous remercier pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Guigui, pour ta présentation sur le travail de la RDC donc, dans le pays. Je vais laisser encore une fois un peu de temps aux participants pour te poser des questions s'ils en ont. Je ne sais pas d'où viennent les participants, mais il me semble que certains viennent de la République centrafricaine ou du Congo, de la République du Congo. Donc, je laisse un peu de temps si besoin pour poser des questions. And in the meantime, Diego, maybe you can switch back to the next presentation. Ah, nous avons une question. Actually, wait, Diego. Nous avons une question de Michel Bindo
Michel, je vois que vous avez levé la main. Je vais ouvrir votre micro et voir si Michel, vous nous entendez. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis suivi, je suis écouté là-bas. Oui, Oui, très oui. bien. Bonjour Guigui, félicitations pour la présentation. Votre conclusion m'a permis de rebondir tout de suite parce que c'est la question que je voulais poser. Et en concluant là-dessus, cela suppose que c'est important, notamment la question de la disponibilité des données au plan national. Et je prends à l'envers en disant, si un pays n'a pas de plateforme nationale, peut-il vraiment s'impliquer à fond dans ce genre de projet? Et auquel cas, quelle est la stratégie de collecte de données et de renforcement des capacités au plan national éventuellement? Puisque vous y êtes déjà passé, Guigui, peux-tu me donner des éclairages sur ces préoccupations? Je vous remercie. Oui, je voulais juste poser la question. Vous êtes de quel pays? Ah bon, excusez-moi, République centrafricaine, Marion l'a dit au départ, République centrafricaine, Michel Bindo, chef de projet de promotion de petites centrales hydroélectriques en Centrafrique. OK. Merci. Et la question, c'était justement par rapport à la difficulté d'accès aux données. Absolument, hein, disponibilité des données nationales, auquel cas, quelle est la stratégie de collecte de données et notamment le concept de renforcement de capacité nationale, que pouvons-nous réfléchir là-dessus, proposer là-dessus? Voilà la préoccupation. En fait, comme ce n'est pas une question directe, c'est une préoccupation ouverte. OK. Bon, je ne sais pas, Marion, est-ce que tu peux intervenir aussi par rapport à cela? Et je veux… Oui, bien sûr. Alors, de notre côté, merci pour votre question, Michel. De notre côté, je vais la traduire en anglais aussi pour que nos experts de données spatiales comprennent. So, Patrick and Oscar, just switching back to English because I'm not sure you understand French, but the question was, Michel is from CAR and was asking about when there is no such thing as a national platform to collect data, is it possible still for the country to be fully, involved in a project like that? And how does that work to collect data? Because Gigi, during his presentation, raised the issue of collecting data, and it can be challenging. So Michel's question is focusing on that. So if you have any element of answer after me, maybe you can go ahead. Michel, je reviens en français donc pour vous parler de notre côté. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie les pays à avoir accès à ces données, d'accord? Donc on travaille avec des pays, comme je l'ai montré au début de la présentation, qui soit ont des données nationales, auquel cas ils utilisent à la fois les données globales et les données nationales en les combinant, soit des pays qui n'ont pas de plateforme nationale et ce n'est absolument pas un obstacle pour pouvoir utiliser ces données spatiales et ces cartes. Le fait que la République centrafricaine a accès au UN Biodiversity Lab. La République centrafricaine est un pays qui est soutenu par le PNUE pour le projet des 6e rapports nationaux. De fait, on a créé pour sûr un espace privé pour la CAR, pour la République centrafricaine, dans le UN Biodiversity Lab. Donc, vous avez accès à ces données, vous pouvez les utiliser et vous avez aussi accès aux outils analytiques. Là où le challenge peut se poser, et en soi, c'est différent que d'avoir une plateforme nationale, c'est que les données qui vont être utilisées dans les rapports nationaux doivent être évidemment validées par le gouvernement, n'est-ce pas? Exact. Donc, la difficulté va résider dans cet espace spécifique. Cela étant dit, ce n'est pas un souci le fait que vous n'ayez pas une plateforme nationale. Nous, on peut vous aider à avoir accès aux données internationales, que vous pouvez ensuite amener à votre gouvernement et voir si effectivement il y a des données nationales auxquelles vous pouvez les comparer. Donc dans tous les cas, n'hésitez absolument pas à vous impliquer dans le projet de la FIP. On peut évidemment organiser un appel plus spécifique avec les parties prenantes de la République centrafricaine pour voir comment on pourrait mettre ensemble efficacement ce projet en œuvre dans le pays. Patrick and Scott, I don't know if you have anything else to add. I was actually explaining in French that there is no issue if there is no national platform, because we can still provide a private workspace on the UN Biodiversity Lab as they're part of the 6th national report. So that means they have access to international data sets and analytic tools.
And we can, of course, have further conversation with specifically stakeholders in CAR to discuss how to implement in a great way the project in the country. Je vois que Patrick, Patrick, I see you're online, and Oscar as well. I don't know if one of you would like to add anything. And if so, Oscar, you can mute yourself, and Patrick, I'm going to unmute you. Yeah, this is Patrick. I'd say basically I agree with what you said, Marian. That's what the UNDP decision support system is for. But I would also say that if the person who asked the question has any suggestions for additional data or data types that they would like to see on the platform that they could use in their private workspace, I'd be interested to hear that as well. Or that it seems like it would be useful for our team. But that's what I have to add. Great, thanks. Michel, what Patrick, pardon, on retourne en français. Ce que Patrick a dit, c'est que notamment dans les conversations qu'on pourrait avoir dans le futur, c'est d'avoir votre perspective sur les données qui pourraient être intéressantes pour vos activités également dans le pays. C'est-à-dire pas uniquement nous vous apporter des données internationales, mais vous également qui pouvez nous guider sur les données dont vous avez besoin. Donc là, à l'heure actuelle, on n'a peut-être pas d'éléments plus spécifiques pour la République centrafricaine, mais je vous encourage à faire suite donc avec moi après ce webinaire pour qu'on en discute plus et qu'on puisse mettre ça en place dans votre pays, d'accord? Je vous ai bien suivi. Très bien, super. Merci beaucoup en tout cas pour votre question. Je pense qu'elle est pertinente pour d'autres participants. Je vois qu'on a aussi une question de Jean Bruno. Alors Jean Bruno, je vais essayer d'ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jean Bruno de la République centrafricaine. Je suis expert national dans le projet de financement durable des aires protégées, projet régional. Donc, projet dont Guigui aussi en a évoqué tout à l'heure ici. Je voudrais remercier Guigui pour sa brillante présentation. Mais seulement, il y a une petite partie que je n'arrive pas à comprendre. Je voudrais savoir, dans ce qu'il avait présenté, il a essayé d'expliquer, je n'ai pas bien compris, comment les données nationales ont pu alimenter le processus de la production de cartes, par exemple, sur la fragmentation des habitats. Voilà juste ma préoccupation. Merci. Guigui, je te laisse répondre. D'abord, ce sont des données satellites, ça provient des images satellites, ce sont des données géospatiales. Et ce ne sont pas des données, comment dire, des données nationales directement, mais à la fin, il faudra confronter ces informations-là avec les données nationales et faire, par exemple, la validation. C'est ce qu'on a dit en descendant, par exemple, sur terrain ou bien en collectant les données des institutions qui sont déjà impliquées par rapport à cela pour procéder à la validation nationale. Mais ce n'est pas que ce sont des données directement qui viennent de données nationales pour produire ces cartes d'abord. À moins que je me trompe, je ne sais pas si, Marion, tu peux rajouter quelque chose. Non, ce processus est différent d'un pays à l'autre et le processus de vérification des données varie d'un pays à l'autre dans sa complexité, dans les agents qui sont on va dire, voilà, inclus dans le processus. Donc, ça dépend. Dans le cas de la RDC, je pense que Guigui est le plus à même de présenter la situation. Je vous encourage cependant à avoir des rapports et à échanger par email entre Jean Bruno et Guigui après ce webinaire, parce que potentiellement, le travail qui a été fait en RDC pourra guider le travail qui peut être fait en République centrafricaine. Et il peut vous donner une vision des difficultés qui ont été rencontrées en RDC, et notamment comment amener ensemble, on va dire, toutes les parties prenantes et faire en sorte que ce soit très efficace en RDC dès le début du projet. Donc, je pense que ce serait intéressant d'avoir une conversation avec les équipes nationales des deux côtés. Oui. Oui, justement. Oui. Allez-y, je vous écoute. Non, je disais, je suis en train d'appuyer ce que vous étiez en train de dire. Et je crois qu'on aura peut-être le temps d'échanger avec Jean Bruno par rapport à la question. Il a mes coordonnées, j'ai ses coordonnées.
Parfait. Et c'est exactement pour ça qu'on fait des webinaires et on essaie de mettre donc en relation des pays qui pourraient avoir les mêmes ambitions, mais également les mêmes difficultés, et donc mettre en place des solutions similaires. Toujours en tenant compte évidemment du contexte national, mais je vous encourage effectivement à continuer la conversation peut-être après ce webinaire et nous inclure, donc moi je parle français, il n'y a aucun souci, nous inclure dans ces discussions et voir comment nous, on pourrait, à la fois l'équipe scientifique et l'équipe un peu plus politique, on pourrait vous soutenir dans le processus. D'accord? Oui, ça marche. Merci beaucoup, Jean-Bruno, pour la question. Je vous remets, donc je vous recoupe le micro, mais n'hésitez pas à relever la main si vous avez d'autres questions. Donc, je vois que l'heure tourne et c'est vraiment agréable de voir que vous êtes tous intéressés. On va maintenant présenter le travail du Vietnam. Diego, would you mind switching back to you, giving presentation for Vietnam? Awesome. Alors, le Vietnam, les collègues du Vietnam ne parlent pas forcément anglais, français, pardon, et il est très tard déjà au Vietnam. Donc, c'est moi qui vais donner la présentation pour le travail qui a été effectué dans le pays. Je serai également ravie de prendre vos questions. Si jamais vous en avez une à la fin, sachez que je pourrai prendre ces questions. Si je ne peux pas y répondre moi-même, je les transmettrai à l'équipe du Vietnam qui pourra ensuite revenir vers vous avec plus de questions. Alors, comme je le disais, le Vietnam est un pays pilote donc du projet d'intégrité forestière de la NASA. Et leur présentation qu'ils ont donnée ce matin déjà en anglais portait tout d'abord sur l'introduction au contexte national, sur l'utilisation des données FIP pour les 6e rapports nationaux, sur les obstacles et les défis rencontrés, mais également les plans pour le futur. Next slide, please. Donc, le Vietnam est devenu une partie à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1994. Et dans la foulée, donc, le Premier ministre a approuvé la stratégie nationale pour la biodiversité en 2010 avec une vision donc, pour 2030. Et vous êtes tous au courant des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité, ce qui s'appelle les SPAN B. Et donc, c'était la 3e version du SPAN B pour le Vietnam. En 2018, le Vietnam a travaillé à l'élaboration des 6e rapports nationaux pour la CDB pour évaluer les contributions aux objectifs d'Aichi, aux cibles d'Aichi mondial et au plan stratégique de la CDB, notamment en rassemblant des parties prenantes, donc du MONRE, donc du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, avec des organismes compétents au sein du Vietnam. Et ils ont pu donc élaborer et notamment, vous allez le voir, utiliser de nombreuses données spatiales pour préparer leur 6e rapport national. Next slide, please. Parmi ces organisations non coopératives et donc l'équipe du projet pour les 6e rapports nationaux se trouvait évidemment le PNUD du Vietnam, la Biodiversity Conservation Agency, qu'on dit la BCA, et donc MONRE, qui est le ministère des Ressources naturelles, mais également une équipe de consultants locaux, notamment 18 consultants locaux, il me semble que notre collègue a dit, qui sont répartis dans 5 domaines prioritaires du rapport national, ainsi que d'autres parties prenantes, notamment dans l'agriculture, dans les autorités provinciales, etc., qui sont vraiment rassemblées pour créer ce 6e rapport national. Au cours du processus, donc en utilisant des données qui provenaient de sources nationales et de données spatiales internationales, il y a eu plusieurs défis. Le premier, c'était que les rapports et les données sur la biodiversité sont dispersés dans de nombreuses agences et institutions différentes, ce qui rend leur collecte difficile. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, tous avaient leurs données et il était difficile de collecter toutes les données de part et d'autre. Et en plus de ça, donc les diverses données spatiales comprennent de nombreux champs différents. Les données ne sont pas forcément archivées et sauvegardées, ni même gérées de façon centralisée. Il n'y a pas de politique de partage de données entre les organisations.
Et certaines cartes donc spécialisées à l'échelle nationale n'ont pas été mises en œuvre ou ne sont pas disponibles. C'est encore une fois la difficulté de ce qu'on appelle le data management. Il est difficile de garder une certaine continuité dans la gestion des données. Et ce n'est pas seulement un feedback du Vietnam, c'est un point qui a été abordé par pratiquement tous les pays avec lesquels on travaille. The next slide, please, Diego. Thank you. Ainsi, donc, il y a eu certains défis, mais aussi certaines actions qui ont été prises et des solutions. Le premier, ça a été de mettre en place une équipe de coordination nationale entre donc, la DCA et Monterey pour connecter et collecter les données auprès de points focaux des agences et des instituts nationaux concernés. Donc, toutes les agences, en fait, avaient un point focal qui était responsable de la collecte des données, par exemple, un point focal pour le secteur agricole. Et ces personnes collectaient les données auprès des différentes agences, se concertaient entre elles, travaillaient pour pouvoir apporter un jeu de données qui pouvait être utilisé dans le rapport. Le deuxième point, ça a été de rejoindre, de devenir membre du UN Biodiversity Lab pour obtenir des données spatiales globales et utiliser le support, en fait, le soutien technique pour le développement du 6e rapport national. Et le troisième point, c'est que ça a été l'organisation donc d'ateliers, de workshops, de consultations au niveau régional avec des représentants des parties prenantes et des réunions de l'équipe nationale du 6e rapport national pendant toute la durée du projet afin de vérifier que le projet avance de manière appropriée, mais également de discuter des documents et des données qui sont utilisées au fur et à mesure, donc de façon progressive, plutôt que uniquement lors de leur validation par le gouvernement à la fin du processus de rédaction. Next slide, please. Donc, le Vietnam a pu utiliser les données qui sont produites dans le Forest Integrity Project pour le 6e rapport national. Plus de 40 cartes ont été donc collectées et traitées auprès des agences de gestion nationale et via le portail UN Biodiversity Lab, comme le couvert forestier, le climat, le carbone, l'utilisation des sols, les écosystèmes, la planification de la conservation, etc. Et notamment, le pays a pu rapporter sur 12 cibles d'Aichi pour la biodiversité, principalement. Bien sûr, les autres cibles, parce que vous savez qu'il y en a 20, les autres cibles ont pu être abordées de façon secondaire, mais vraiment, le pays a pu se concentrer sur ces 12 cibles d'Aichi en priorité. Et notamment, les données qui ont été le plus utilisées, les données produites dans le Forest Integrity Project, qui ont pu servir le plus pour le 6e rapport national, étaient la perte du couvert forestier et l'empreinte humaine. Next slide, please. Ici, donc, on a des exemples des données qui ont été utilisées. Donc, vous voyez à gauche une carte du couvert forestier avec l'année de perte, c'était en 2017, et à droite une carte de l'empreinte humaine en 2009. Next slide, please. Et on voit ici donc une autre carte qui a été utilisée, notamment, je pense, pour la cible d'Aichi numéro 5 sur les habitats et la dégradation des habitats, la perte donc, de la couverture forestière 2017, qui est, elle, produite, on l'a dit à l'introduction, par Matt Hansen. Next slide, please. Pour utiliser donc, les données qui sont produites par le projet Intégrité forestière pour le 6e rapport national, il y a eu aussi quelques défis. Le premier était que les jeux de données qui étaient disponibles dans le UN Biodiversity Lab sont très volumineux et ils sont évidemment à l'échelle globale, c'est-à-dire que certaines couches n'ont qu'une faible résolution quand on zoome sur le Vietnam et d'autres couches de données ne peuvent pas être téléchargées au format raster. Et c'est vrai que certaines couches de données ne peuvent pas être téléchargées sur vos ordinateurs. Et dans ce cas, les cartes ne peuvent être téléchargées qu'en format JPEG ou PDF avec une résolution limitée. Et évidemment, pour un expert en GIS, c'est pas forcément le mieux. Une autre difficulté, c'est que les données du projet d'intégrité forestière et les données vietnamiennes ne font pas partie du même système de classification et que par conséquent, les données utilisées dans le 6e rapport national servent uniquement à des fins d'illustration et pas forcément de calcul dans les données nationales. Et en plus de ça, notre collègue du Vietnam vraiment insistait sur le fait qu'il fallait avoir une consultation, notamment au niveau du gouvernement, pour être sûr que les données internationales
produites dans le projet FIP étaient validées au niveau national. Et enfin, le dernier point, le dernier obstacle, c'était le manque de mécanismes de coordination entre les organisations pour vérifier et utiliser les données de Forest Integrity Project, ainsi que les produits donc, qui sont créés en conséquence. Next slide, please. Ceci dit, il y a eu donc des résultats très positifs atteints pour le 6e rapport national. Le premier, c'est que les données spatiales recueillies sur le portail UN Biodiversity Lab ont permis d'élaborer 24 cartes, ce qui est environ 48% du total des cartes qui ont été utilisées dans le 6e rapport national. Les données spatiales ont aidé grandement à illustrer les données nationales dans le 6e rapport national. Elles ont été utilisées pour remplacer les cartes qui n'avaient pas pu être collectées ou qui n'étaient pas disponibles au niveau national. Et elles rendent évidemment la présentation des données sur la biodiversité plus cohérente. Et enfin, les données du projet d'intégrité forestière ont été utilisées notamment dans la section 4 sur la cible 5 d'Aichi, c'est ce qu'on disait, sur la perte et la réduction de la perte de l'habitat. Et les cartes montrent que le couvert forestier, la perte du couvert forestier au Vietnam entre 2000 et 2017, ainsi que les informations sur les endroits où les humains exercent une pression sur le système naturel, en les modifiant par rapport à leur état naturel, a d'énormes conséquences. Et donc, en visualisant ça au niveau des données spatiales, vous pouvez évidemment augmenter l'effet des politiques mises en place pour conserver la biodiversité. Next and last slide. Le Vietnam a aussi un plan pour le futur, et à savoir, ça va commencer par collaborer encore plus avec l'expert technique du UN Biodiversity Lab sur l'utilisation et l'extraction de données spatiales, mais également de collaborer avec les experts de l'équipe scientifique du projet FIP et de coopérer enfin avec des organisations locales compétentes pour utiliser les données FIP dans les futurs programmes d'action et rapports nationaux. C'est-à-dire que l'équipe du Vietnam ne veut pas seulement générer des données pour le rapport national, mais également pour que les entités subnationales puissent les utiliser. C'était donc la dernière slide du Vietnam. Je ne sais pas si certains d'entre vous également peuvent avoir des questions sur l'activité du Vietnam. Je ne sais pas si je pourrais y répondre, mais je serais ravie de le transmettre à nos collègues du Vietnam. Mais je ne pense pas. Et est-ce que plus généralement, il nous reste 3 minutes? Je vais ouvrir un espace de consultation et voir si vous avez des questions, peut-être plus généralement sur le webinaire en général. Patrick est encore avec nous, donc vous pouvez adresser vos questions à l'équipe scientifique. Donc, est-ce que vous avez quelques questions avant de conclure ce webinaire? Je pense qu'il n'y a pas de questions actuellement. Peut-être, puisque Patrick est là, je vais ouvrir son micro et lui donner la parole pour quelques secondes pour avoir sa perspective. Patrick, since we have a few minutes, do you want to speak maybe for just a second if you have a word to say to the new country that are joining the project? Sure, yeah. Can you hear me okay? Yeah. Okay, great, yeah. Now, I just want to say that in terms of well, it's great to see what everybody's doing with these data. And we just sent some data to be uploaded to the UN Biodiversity Lab. And so that's kind of a close final data set on forest fragmentation across the tropics, and so it should encompass the new countries that have joined the project. And so we look forward to getting feedback on those fragmentation data sets. And there's a couple of different scenarios of fragmentation in that data set. So we'll be interested to hear what people think or people's experiences with those data. And that's I guess the main update that I wanted to give to new countries and just to
Merci beaucoup, Patrick. Donc, Patrick expliquait que les données sur la fragmentation des forêts ont notamment été transférées sur le UN Biodiversity Lab et que c'est vraiment excitant pour nous de pouvoir vous transmettre ces données. Et on attend avec impatience notamment le retour, votre retour sur l'utilisation de ces données et voir comment est-ce que vous pouvez les utiliser au niveau national. Avec ces données, vous pouvez notamment vous focaliser sur plusieurs types de scénarios. Et donc, pour nous, ça va vraiment être intéressant de pouvoir travailler avec chacun donc, de ces nouveaux et anciens pays sur la fragmentation des forêts. Thank you, Patrick. Thanks a lot. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vois que ça fait 1 heure que nous sommes en ligne. Je vais donc remercier grandement Guigui pour avoir été avec nous 2 fois ce matin en anglais et en français et d'avoir donné un aperçu de ce que la RDC fait avec les données spatiales du projet FIP. Donc, merci beaucoup, Guigui. Je remercie aussi donc Patrick et Oscar qui a dû nous quitter. Mais Patrick, thank you so much for joining. Merci beaucoup pour être présent. Thank you. Et merci Diego, gracias Diego for your support, pour ton appui. Merci. Je vous remercie évidemment à tous ceux qui nous ont joints aujourd'hui pour la session. Nous publierons cet enregistrement sur la chaîne YouTube du Forum NBSAP et sur toutes les présentations sur le Forum NBSAP. Et vous recevrez sous peu un email avec des liens pour cet enregistrement et la présentation. N'hésitez pas à les partager avec vos collègues qui pourraient être intéressés par ce projet. Et n'hésitez pas à être en contact avec nous pour toute question que vous pourrez avoir ou toute suggestion de mise en œuvre du projet. Nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous êtes dans le monde. Et nous nous réjouissons vraiment de vous avoir dans ce projet et espérons que nous travaillerons bien ensemble dans les prochains mois. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.